Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après quelques semaines d'absence, le grand débat revient pour parler du phénomène des inondations qui angoisse les populations en cette période d'hivernage où les fortes précipitations enregistrées sur l'ensemble du pays ont occasionné d'importants dégâts. En effet, de la capitale Niamey, où des quartiers entiers sont souvent sous des eaux, en passant par Maradi, où la situation est devenue insoutenable et la ville entièrement sous l'eau, sans compter les autres localités telles Zender, Agadez, Tawa, Difa, Tillabéri et Dosso. Presque toutes les régions du Niger, on le voit, sont concernées par ce phénomène des inondations qui inquiète pouvoir public et population. Conséquence des fortes précipitations au Niger, quelles leçons faut-il tirer? C'est le thème du grand débat de ce soir où nous avons convié sur ce plateau plusieurs invités qui vont nous parler des conséquences des fortes pluies de cette année et des mesures qu'il faut prendre pour prémunir de telles situations à l'avenir. Et comme invité, nous avons M. Kachalou Gabtia Lawan, directeur de la météorologie nationale. Colonel-major Bako Boubacar, directeur général de la protection civile. Monsieur Jibo Elhaji Sebou, docteur en sciences de l'environnement, directeur des statistiques de suivi et évaluation de la redevabilité et de la gestion des données sur les interventions humanitaires au ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Et enfin, docteur Ibrahim Boubacar, maître de conférence hydroclimatologue à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur le plateau du grand débat où nous allons parler des fortes pluies qui ont occasionné d'énormes dégâts un peu partout dans le pays où des routes sont coupées, des maisons effondrées avec hélas des victimes, des quartiers totalement engloutis sous les eaux, rendant les voies impraticables. Bref, le phénomène est assez désolant et pour les autorités et pour les populations, souvent responsables de cette situation. Comment expliquer la récurrence de ce phénomène des inondations dans nos villes et campagnes? Pourquoi les autorités peinent à trouver une solution à cette situation qui perdure? Qu'est-ce qu'il faut faire enfin pour éviter de telles situations à l'avenir? Ce sont là autant de questions que beaucoup de nos concitoyens meurtris par cette situation se posent et attendent des réponses. Et pour entamer ce débat, cette toute première question, quelle est la situation des fortes précipitations enregistrées à la date d'aujourd'hui? Monsieur Lon, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous, monsieur le directeur de la météorologie nationale. Merci bien. Ok, merci. Comme tout le monde l'a constaté, nous avons cette année eu beaucoup de précipitations. Je parlerai des précipitations intenses qui sont tombées. Et pratiquement dans toutes les régions du Niger, comme vous l'avez si bien dit. Une pluie exceptionnelle? Ah oui, on pourra parler en tout cas en termes de précipitations d'exceptionnelles dans la majeure partie du pays, dans la mesure où la situation que nous avons faite au 31 août, nous avons une situation, disons, globalement très excédentaire, il faut le souligner, dans la mesure où nous avons des localités, même aujourd'hui, 10 au 31 août, quand je prends, et c'est pas Gaïa, et c'est au niveau des Zender, au niveau de Myria, Garagoumsa, c'est pas Gaïa. Garagoumsa qui a plus de 1180 mm tombés. Ah oui. Déjà au 31 août. 1180 mm tombés. Donc d'eau. Et il y a beaucoup de cas de 900, parce qu'en fait, quand on a fait les statistiques, beaucoup ont 100% d'augmentation par rapport à l'année passée ou par rapport à la moyenne, et 200% d'augmentation des précipitations. Bref, c'est dire que vraiment cette année, vraiment en termes de précipitations tombées, on va aller dans les records, n'est-ce pas, pour ce faire. Et c'est là, c'est dans toutes les régions. Même dans les régions où nous n'avons pas l'habitude de voir de la pluie. Je veux parler du Djado. Il a plu même régulièrement, comme si c'était... Bon, cela est dû au fait que... Justement, Madama aussi, on a parlé de Madama aussi? Oui, Madama, oui. Donc, Bilma, Madama, cette année, ça a été pluvieux, comme si c'était des pays, des localités qui se situent donc, dans la bande sud. Et pour ce qui est de Djado, c'est ça qui était vraiment particulier, parce que jamais au-delà même de Madama, on a vu de la pluie. Mais cette année, on l'a vu régulièrement. Parce que pour une fois, le fuite est rentré en Libye. Nous avons le fuite carrément en Libye. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mousson était présente un bon moment sur l'ensemble de notre pays. Et qui dit mousson, dit précipitation. Et donc, ça veut dire, c'est pourquoi on est arrivé à partout avoir, n'est-ce pas, ces précipitations-là. Alors, les précipitations, il y a deux types de précipitations qui se font. Il y a ce qu'on appelle donc les précipitations dites convectives qu'on peut avoir dans la zone sud, donc en dessous des zones
nord, là, dans la zone sud, généralement. Donc ça, c'est le soleil qui frappe, et puis bon, tous les processus, n'est-ce pas, d'évaporation, de l'air qui devient léger, qui forme le nuage. Ça, c'est la convection. Mais étant donné que la mousson, qui a l'humidité suffisante, qui part jusqu'à pratiquement l'extrême nord du pays, et nous avons des reliefs dans ces zones-là. On parle maintenant de système orographique, de formation orographique. C'est juste un brossage de la mousson sur ces massifs-là et directement ça forme des nuages. C'est pourquoi on a vu à Agadez toutes ces précipitations qui sont tombées et qui malheureusement, beaucoup de coris ont drainé et ramené encore vers le sud et qui ont accentué les dégâts qu'on a eus et qu'on a assisté à beaucoup de coupures de routes et autres. Bien sûr. D'accord. Voilà. Merci, monsieur le docteur. Merci. On va revenir sur certains détails tout à l'heure. Mon colonel-major, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau de Grenoble. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette situation des fortes précipitations enregistrées à la date d'aujourd'hui? Bonsoir. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, il faut expliquer le mécanisme qui permet aux autorités de disposer de l'information pour pouvoir agir. D'accord. Ce mécanisme est un mécanisme qui est très bien huilé, qui consiste à mobiliser les acteurs interministériels qui évaluent les pertes en vies humaines, en infrastructures, en élevage, en agriculture et tout ce qui est recensé, que ce soit les infrastructures scolaires, des transports et autres. Donc ce mécanisme qui est bien huilé consiste à aller sur le terrain, à saisir les données sur le terrain et à les faire venir par Internet sur un serveur qui est logé à la Direction générale de la protection civile à travers donc une plateforme Kobo. Cette plateforme nous permet d'avoir les chiffres exacts qui viennent de toute l'étendue du territoire national. Donc la situation, elle est là. Elle a permis aux autorités de prendre les dispositions. On y reviendra. Et nous sommes capables, à partir de cette activité, de pouvoir faire la comparaison sur les autres années. Et comme vous venez de le dire, on a senti quand même que, en dehors des autres années, cette année a été comme l'année 2022, où il y a eu des pertes l'année 2019. Et l'année 2024 a été exceptionnelle. Exceptionnelle en termes de nombre des ménages impactés, nombre de collectivités, et nombre de décès, nombre en tout cas des conséquences. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui va nous amener plus tard à voir les mesures qui ont été prises. Ce n'est pas dégrainer les pertes en vie humaine qu'on a, mais c'est la réponse. Et la réponse, on verra qu'elle va se poursuivre. Et elle se poursuit. Si on compare à date, par exemple, en 2020, à la même date, nous étions à un certain nombre de 38 000 ménages sinistrés. 38 000 ménages. En septembre 2020. En 2021, c'est 21 000. En 2022, 19 000. Et en 2023, 15 000. Aujourd'hui, nous sommes à 102 000. Déjà. À la date d'hier, 102 000. septembre. De ménages impactés. Des ménages impactés. D'accord. C'est ça. D'accord. Donc, ces dispositifs-là, et on l'a senti compte tenu des informations que la météo a mises à la disposition du pays. Nous avons renforcé nos dispositifs par un envoi des stagiaires qui sont au nombre de 94 et sur toute l'étendue du territoire national pour être encadrés par les sapeurs-pompiers et accroître la capacité des collectivités pour la collecte des données et la transmission depuis le niveau local jusqu'au niveau central. Ce qui a permis en tout cas aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour vraiment être en possession de l'information, la vraie information en temps réel. C'est exceptionnel pour un pays comme le Niger, mais c'est ça qui a permis de prendre des décisions et on le verra aujourd'hui que le Niger s'est doté de cette capacité et d'avoir chaque jour la remise à jour de ces données-là. D'accord. Je pourrais, allez-y, mon collègue. Je pourrais développer en fait le mécanisme aussi qui consistait à doter du pays d'un centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite des crises. C'est ces centres-là qui a la capacité de produire en temps réel toute l'information qui concerne à alerter les populations pour prendre les dispositions. Et vous avez vu, pendant toute la campagne, vous recevez des messages SMS. Vous avez aussi vu des messages en langue qui sont traduits dans toutes les langues du pays, qui sont diffusés au fin fond du terroir dans les radios, sur les radios communautaires. Ça a permis vraiment de réduire les pertes, mais malheureusement, il faut le dire, certains de nos compatriotes sont très têtus et moi je pense qu'il y a des pertes de vie qui sont inutiles. Lorsque deux véhicules s'engagent dans un courrier qui est en furie, alors qu'ils pouvaient juste attendre 24 heures ou 48 heures maximum, on n'aurait pas eu cette perte
de 54 personnes le même jour. Ouais. C'est ça les enseignements, c'est ça les enseignements qu'il faut tirer. Et nous avons constaté que cette année particulièrement, nous avons beaucoup de pertes que moi j'appellerais stupides, et des gens qui se noient. Ouais. Le nombre de personnes qui se noient, c'est des choses qu'on aurait pu éviter par rapport à celui qui est surpris par sa maison, qui est en banco, qui s'effondre sur lui. Donc ça, à ce niveau-là, le dispositif est là, et c'est de continuer à renforcer ce dispositif. Les administrateurs délégués qui, exceptionnellement, cette période-là, ont mis beaucoup l'accent sur la politique d'aller au porte-à-porte à côté de la population, sous l'encadrement des préfets et des gouverneurs, et ne sont pas aussi en retrait dans la sensibilisation, dans la réduction de ces nombres de pertes en vies humaines. Les compagnies de téléphonie cellulaire qui ont obligation de par la loi de diffuser ces messages-là l'ont fait aussi, les chaînes de télévision aussi l'ont fait, ce qui permet quand même de dire que finalement, peut-être que si ça n'avait pas été fait, on aurait encore eu des dégâts un peu plus importants que ça. Donc voilà ce qu'il faut dire au stade où nous en sommes. D'accord. Merci mon colonel Major. Merci pour ces explications. Oui, docteur, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à ça? Quelle est la situation des fortes prestations enregistrées à la date d'aujourd'hui que vous, au niveau de votre ministère, vous avez pu constater? Voilà. Merci. Merci beaucoup Abdoulaye et merci de nous avoir invités sur ce plateau. Oui, effectivement, comme les précédents, ceux qui m'ont précédé ont pu le relater, et effectivement, on vit une année exceptionnelle en termes de préventivité. Donc, le ministère de l'Action humanitaire, devu son rôle régalien, est à la charge de la mise en œuvre de la politique de l'action humanitaire. Donc, dans ce sens, ça incombe au ministère de préparer de disposer tous les outils, tout l'arsenal qui permet de préparer à la réponse en cas de survenance d'une catastrophe comme les inondations, comme nous le vivons actuellement. Donc ce qu'il faut retenir à l'aube de la saison de pluie, les premières actions que le ministère a conduites, c'était d'abord la visite de la ministre de l'Action humanitaire accompagnée des autorités régionales de la région de Niamey au niveau des infrastructures. Au niveau des infrastructures qui protègent contre les inondations, plus précisément au niveau de Niamey. Donc il y a eu des visites au niveau des digues pour voir d'abord apprécier l'état de ces infrastructures et pouvoir voir quels sont les points critiques sur lesquels il faut apporter tout rapidement, avant même la saison de pluie, des corrections pour pouvoir éviter des débordements des eaux du fleuve. Donc ce travail-là a été fait et également il faut noter que dès le début du mois de juin, dès la première semaine du mois de juin, il y a une instance technique aussi, une cellule qui a été mise en place il y a quelques années. Cette cellule a été activée pour assurer la veille. Et ce qu'il faut relever, c'est que cette cellule est composée de l'ensemble des principaux acteurs qui interviennent dans le domaine. Donc le rôle de la cellule, c'est d'assurer la veille stratégique. Pouvoir partager les informations en termes de prévision, en termes des dégâts, des impacts sur les inondations, également l'état de préparation de la réponse au niveau national. Donc la cellule s'anime régulièrement sous l'égide du ministère de l'Action humanitaire, régulièrement et fournit également des orientations, des avis techniques pour une prise de décision. Et ce qu'il faut ajouter également par rapport surtout à la préparation, parce que c'est extrêmement important, le colonel-major l'a dit, si on n'aurait pas dû se préparer, on aurait imaginé les scénarios pires encore. Et ce qu'il faut ajouter, le ministère a élaboré une cartographie des zones inondables. Déjà, sur la base des séries de données collectées par la Direction générale de protection civile. Donc, cette cartographie a été faite pour identifier quelles sont les zones inondables, quelles sont les zones qui sont susceptibles d'être inondées. Ces zones sont connues et ce travail a été fait. C'est un outil extrêmement important en termes de prise de décision. Ça a été fait, ça a été partagé au niveau central et au niveau aussi régional, pour permettre de savoir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Parce que là, on sait que c'est une zone inondable. Ça inonde, comment il faut faire? Et également, il y a eu beaucoup de séances de sensibilisation en amont même des inondations, à l'endroit des populations, surtout les formations de relais communautaires, de leaders d'opinion, des leaders d'opinion qui ont un aura au niveau des communautés,
sur surtout la prévention et le risque d'habiter dans des zones susceptibles d'être inondées. Et en plus de cela, il y a eu, comme le colonel-major l'a dit, je vais le répéter, il y a eu des éléments de communication. Des vidéos, des spots publicitaires, donc des messages qui ont été diffusés tant au niveau des médias publics à la RTN. Donc je profite pour saluer vraiment l'engagement des médias publics. Et aussi il y a les médias privés également qui ont diffusé ces messages de sensibilisation. C'est extrêmement important et ça appuie également, et on peut dire que ce travail de préparation, quoi qu'on dise, a aidé également à atténuer aujourd'hui les impacts de ces pluies-là que nous avons constatés. D'accord. On va y revenir sur certains aspects dans le débat. Merci, docteur. Oui, docteur, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette situation? Merci, M. Tchamogo, pour cette invitation qui nous donne l'occasion de nous... d'expliquer en fait le phénomène des inondations. Que vous êtes hydroclimatologue, voilà, hydroclimatologue. Donc j'aimerais plus en fait expliquer l'occurrence en fait de ce phénomène d'inondation qu'on peut comprendre en fait à 4 niveaux. Il y a le niveau climatique, le niveau météorologique, le niveau hydrologique et le niveau enjeu et exposition. Donc pour le niveau climatique, c'est que nous sommes dans une zone sahélienne qui est caractérisée par une saison de pluie qui s'étale du mois de juin au mois d'octobre, c'est-à-dire en termes de 4 des saisons qu'on a, c'est-à-dire de fin printemps au début automne. En fait, ces saisons-là sont régulées par la rotation de la Terre autour du Soleil. Ce qui fait que pendant cette période, le Soleil en position relative par rapport à la Terre est situé au niveau de l'hémisphère nord. Donc c'est plus dans la zone européenne où ils sont en été, il fait plus chaud. Et nous ici, on est en saison de pluie. En fait, on est en saison de pluie parce qu'on est couvert par ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. C'est une zone globalement de basse pression où, comme le directeur l'a dit, on a des mouvements ascendants de l'air et une zone de rencontre de flux de mousson qui vient de l'océan Atlantique et de flux d'harmattan qui vient du Sahara, qui entraîne un soulèvement d'une masse d'air. Et cette masse d'air, en se soulevant, va former des nuages qui après vont engendrer des orages. Et il y a des nuages en fait très épais qu'on appelle les cumulonimbus, qui peuvent faire une épaisseur de plus de 15 km. Avec une distance qui va aussi à une largeur de plus de 10 km. Donc, rien pour exemple, un cumulonimbus d'une hauteur de 10 km avec une largeur de 1 km contient à peu près 1 million de litres d'eau. 1 million de litres d'eau. Voilà, 1 million de litres, ça veut dire qu'une tonne d'eau. Donc, si vous voyez l'étendue de ces nuages, vous vous rendez compte que ce sont des centaines de tonnes d'eau que ces nuages-là véhiculent. Et du point de vue météorologique, c'est que ces gros nuages se déplacent généralement de l'est vers l'ouest, de la zone de Difa vers Niamey, et puis qui continue jusqu'à l'océan Atlantique au niveau du Sénégal. C'est que du point de vue météorologique, il arrive que les conditions météorologiques font que ces nuages-là se stagnent à un certain endroit. Donc il y a une forte pluie qui va descendre, ce qui entraîne des pluies diluviennes. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Voilà ce qu'on constate dans certaines zones où on a enregistré au niveau du cas d'Ambagaram Takaya jusqu'à plus de 300 mm en une journée. Et il y a beaucoup de localités où on a enregistré plus de 150 mm. Donc vous voyez, si cette quantité d'eau descend à la surface de la Terre, elle va ruisseler. Surtout si elle trouve un sol qui est déjà saturé, comme le cas de cette année où il y a une forte fréquence de pluie. Il n'y a pas en fait de poche de pause très longue qui entraîne un assèchement du sol. Donc le sol est presque saturé. Donc si une quantité importante d'eau tombe, elle va ruisseler, une grande partie va ruisseler, et c'est ça qui va aller dans les cours d'eau et entraîner ce qu'on voit, les inondations, que ce soit le long des cours d'eau ou bien au niveau des zones d'accumulation de cette eau, c'est-à-dire les zones de dépression. Et c'est ce qui se passe au niveau du Kori de Walam. Donc le Kori de Walam, si on le prend, il a un bassin versant, c'est-à-dire une surface de réception de l'eau de plus de 17 000 km².
Donc vous voyez, si une pluie même de 30 mm tombe et que même si c'est une goutte d'eau et 1 mm qui ruisselle, ça entraîne en fait plus d'1 million de litres qui va couler. Donc c'est une grande quantité. Et ce qu'on a constaté aussi du point de vue hydrologique, c'est que malheureusement depuis les années de sécheresse, il y a une forte dégradation de couvert végétal. Donc ce qui fait qu'il y a moins d'infiltration. Donc l'eau qui tombe, elle va plus ruisseler et elle va engendrer en fait de gros débits le long des cours d'eau. Et c'est ça depuis, en tout cas, le début des années 2000. Il y a eu des alertes par rapport à cette situation où des hydrologues ont dit, attention, qu'il y a une augmentation de l'intensité de la pluie et une augmentation des pluies importantes, c'est-à-dire des pluies extrêmes. Et ils ont dit qu'au niveau des dimensionnements, des ouvrages de franchissement sur les routes, qu'il faut revoir les seuils que les gens utilisaient avant pour dimensionner par exemple les bus, les dallos et les ponts. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens n'ont pas tenu compte de la modification de ces seuils-là. Ça n'a pas été pris en compte. Ce qui fait que la grande quantité d'eau qui arrive, l'ouvrage de franchissement qui a été installé n'arrive pas à l'évacuer comme il le faut. C'est ça qui s'est passé pour le cas de Kori de Walam, que ce soit sur la route de Filingué, ou bien sur la route de Dosso, ou bien sur la route de Polo. Et Niamey était malheureusement totalement coupé parce que ces ouvrages de franchissement n'étaient pas bien dimensionnés. Donc il faut en tout cas que les autorités attirent l'attention des entrepreneurs. Maintenant, l'autre aspect, c'est au niveau des aspects enjeux. C'est vrai, il y a une quantité d'eau qui arrive, mais il faut qu'il y ait de l'enjeu, c'est-à-dire des intérêts pour qu'on parle d'inondation. Tout à fait, donc s'il n'y a pas quelque chose à côté, l'eau là va rester et il n'y aura aucun dégât. Mais malheureusement, les gens vont s'installer au niveau de ces zones de passage d'eau ou bien d'accumulation de l'eau, et à la fin il y a des problèmes comme ils l'ont parlé, des dégâts avec des chutes même des maisons qui ont été construites avec des matériaux non consistants, avec du banco. Un banco trempé pendant quelques jours dans une nappe d'eau va forcément céder et la maison va s'effondrer. Tout à fait. D'accord. C'est bon, docteur? Oui, on va revenir sur les autres aspects. D'accord. Merci vraiment pour ces explications. On va avancer. Monsieur le docteur, que dit encore la météo sur les fortes précipitations exceptionnelles cette année? Parce que les gens veulent savoir. L'eau, là, la pluie, là, c'est terminé ou il reste encore? Ah oui, pour que les gens se préparent. Merci. Que dit la météo aujourd'hui par rapport à cette situation? Merci beaucoup. La pluie va continuer jusqu'à quand? D'accord, merci beaucoup, monsieur Abdoulaye. Oui, et donc je vais continuer déjà sur ce que vient de développer le docteur. Oui, et donc en plus du fait qu'actuellement, nous avons une situation de saturation du sol, comme il le dit, hydrologiquement parlant. C'est souvent, en temps normal, quand il y a la pluie, une partie s'infiltre d'abord pour saturer le sol. C'est en ce moment qu'on commence à avoir des ruissellements. Ça, c'est le schéma normal. Mais on l'a vu cette année, et surtout dû au changement climatique, toutes les études, je crois, ont pu démontrer que nos précipitations deviennent de plus en plus intenses. Donc, une pluie intense, même quand il n'y a pas de saturation du sol, et c'est le cas en juin, on a reçu déjà des impacts. Et je parle, peut-être le colonel-major va illustrer. Et depuis le mois de juin, on a commencé à arrêter des décès du fait de fortes précipitations qui sont tombées. C'est parce que ces précipitations sont intenses. Et ça peut renverser, même si l'infiltration n'est pas complète, tu vas avoir des ruissellements ou bien ce qu'on appelle la crue soudaine qui peut engendrer de ces problèmes-là. Donc en plus, c'est ce que le docteur vient de signaler. Maintenant, pour ce qui est du phénomène précipitant, effectivement, il y a ce qu'on appelle une dépression des moussons, qu'on appelle généralement le vortex. Donc c'est comme des petits cyclones qui tournent comme ça. Et donc, souvent, c'est au mois d'août qu'on a ce genre de situation de perturbations. Mais cette année, ça continue jusqu'en début septembre. Et comme ils le disent souvent, chez nous, quand ça se fait, c'est un peu stationnaire. Donc, c'est des véritables pompes. Ça veut dire que ça prend l'humidité, ça transforme dans les nuages en précipitation et les fait tomber. Et souvent, ça reste sur place. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Zender, dernièrement, à Damagaram Taka et autres. Et Zender, il y a eu 2 grands événements qui sont venus parce que le système était sur place, ça tournait et ça déversait seulement de l'eau. Et donc, cela a fait qu'effectivement, nous sommes arrivés à avoir ces genres d'inondations démesurées qu'on a connues cette année. Et le cas de Maradi? Pourquoi on a aussi ces genres de systèmes assez consistants? D'abord, l'humidité du sol cette année, de la mousson, les personnes répartissent jusqu'à 1500 mètres au moins. Mais pendant un moment, oui, ça compte quand il y a une colonne d'humidité qui contient la mousson.
D'accord? Ça également, c'est assez important. Et donc, on a vraiment tous les éléments qui ont concouru à avoir une situation de précipitation majeure. L'autre élément que le réchauffement climatique fait, c'est la température qui grimpe. Alors, quand l'air devient de plus en plus chaud, et c'est un contexte, dans nos études, on a vu que par rapport au référentiel de l'OMM 6190, depuis 1996, toutes les régions légères ont augmenté en température et personne n'est descendu en deçà de la moyenne. Ah oui. Donc, nous vivons dans un environnement plus chaud que ce qu'on a connu avant. Et quand l'air est chaud, donc, il peut contenir beaucoup plus d'humidité. Et c'est pourquoi on a des géants comme nuages, des nuages assez géants qu'on appelle des supercellulaires. Et au fur et à mesure que cela va se faire, on va assister à ce genre de nuages quand même, n'est-ce pas, d'une grande intensité. Et c'est dû effectivement au phénomène de changement climatique. Donc voilà, en fait, si on veut, ce que je peux un peu augmenter. La pluie, elle va continuer jusqu'à quand? Oui, pour ce qui est de la pluie, voilà, pour savoir. Elle va continuer jusqu'à quand? Oui, je veux juste rappeler que depuis chaque année, en début de saison, on fait ce qu'on appelle la prévision saisonnière pour dire un peu la qualité de la saison attendue. Cet exercice, nous l'avons commencé depuis 1998. Et l'ACMAD a pu mettre en ce moment-là un modèle, même si c'était un modèle vraiment statistique, qui nous permettait d'apprécier. Dans un premier temps, c'était pour les producteurs qui se demandaient chaque année qui s'élève, quelle va être cette année en termes de pluie? Est-ce qu'il y en aura beaucoup de pluie? Est-ce qu'il y aura peu de pluie? Donc c'est comme ça qu'avec l'ACMAD, et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, on avait commencé à mettre en place un modèle qu'on avait, un mécanisme qu'on appelle le PRESAO, prévision saisonnière en Afrique de l'Ouest. Et on est sorti avec des modèles où on a entraîné tous les pays qui disposaient de modèles et on a commencé à faire ce travail. Donc le 8 mai cette année, on a convoqué, n'est-ce pas, on a animé un point de presse où nous avons expliqué à toutes les presses qui étaient là, donc à travers la presse, donc à toute la population et aux autorités, ce qui était attendu cette année. Et c'était en termes de précipitations excédentaires à tendance normale. D'accord. Donc globalement, on s'attendait déjà à de fortes précipitations. Et on a fait un point particulier par rapport aux inondations, que les risques étaient très élevés. Et par rapport aux données vraiment très fiables et surtout détaillées que nous donne la direction de la protection civile, nous avons même conseillé, parce qu'on a constaté que les deux grandes causes de décès surtout, parce que c'est d'abord ça qu'il faut tacler, et c'est les effondrements des maisons et les noyades. Il y a les torrents aussi. Vous voyez, il y a des vallées, il y a des années où on ne voit pas de l'eau. C'est pourquoi d'ailleurs, comme le docteur le dit, les gens arrivent à s'installer dans ces zones-là, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, personne n'a vu de l'eau passer. Or, les temps sont en train de changer. Le climat est en train de changer. Et je crois qu'il faut tout faire réadapter notre manière de faire, nos conceptions. Et il a parlé de seuil. Si les seuils ont également changé, je crois qu'il faut tout changer, mais on viendra quand il faut faire des propositions. Là, vous n'avez pas dit si cette pluie va continuer ou pas. La pluie va, oui, jusqu'à quand? J'ai parlé de la pluie, j'ai parlé aussi, on a aussi prévu la fin de la saison. D'accord, pour quand? Alors, oui, on a dit que la fin de saison va intervenir de façon tardive. Jusqu'à quel mois, par exemple? Non, c'est pendant les mois de... En fait, il faut que les gens sachent que ce n'est pas une seule date pour tout le monde. D'accord. On a un gradient. On a une estimation. On a un gradient nord-sud. Oui. Par exemple, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 30. Sinon, même rentrer en octobre. C'est le cas des zones sud-ouest, la zone du Dendi et autres. Mais plus au nord, c'est moins que ça. Donc, il y en a qui vont finir le 15, il y en a qui vont finir le 20. Mais si en moyenne, on a l'habitude de finir le 15, par exemple, ça veut dire qu'avec cette prévision, on va s'attendre à que la pluie parte au-delà du 15. Voilà. Et donc, maintenant... Et pour la bande sud, effectivement, on a bonne impression que ça pourrait aller jusqu'à effectivement la fin du mois de septembre, au moins pour les zones, dans la zone agricole. D'accord. Donc voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à cela. Merci. Merci. Mon colonel Major, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette question toujours Alors ce qu'il faut ajouter, c'est que le pays s'est doté des cadres juridiques et d'institutions qui savent travailler ensemble. Et à mon sens, c'est pour dire, par exemple, tous les apports de la météo, de l'hydrologie, sont des apports qui informent, qui nous préviennent à l'avance. Et dans le cadre du code d'alerte qui est pris par décret au Niger, on a la capacité donc de respecter certains articles, notamment l'article 3, qui oblige la mise à disposition permanente de l'information sur l'état de vigilance. C'est-à-dire que toutes les informations que la météo a, elle les met à disposition en temps d'hydrologie, ainsi de suite.
Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le cas du fleuve Niger, à un moment, on l'a vu monter, hein, et on était tout le temps informé, on est toujours informé d'ailleurs chaque jour du niveau du fleuve, il monte, il baisse. Maintenant, par rapport effectivement aux fortes précipitations, nous sommes régulièrement informés que ces précipitations commencent par venir de l'Est, toujours en général, vers l'Ouest. Ça progresse, et avec ces informations, nous produisons maintenant les messages d'alerte qui sont donc émis sur toute l'étendue du territoire national, avec aussi la clause qui nous oblige de l'article 4 de dire la caractéristique de l'événement, où est-ce qu'il commence, vers où il va, à quelle vitesse et quelles sont les populations qui sont potentiellement impactées. C'est ce qui nous permet d'anticiper avec les messages d'alerte que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire pour caractériser le système cette année, c'est que quand même il y a de nouvelles communes, il y a de nouveaux villages qui sont victimes de ces inondations qui, il y a quelques années, en fait, ce qui s'était passé ces années, ne l'était pas. Et quand on vous parle par exemple de 200 nouvelles communes sur 206, alors que l'année où on avait eu un pic, c'était 109 communes. Donc ça ressort qu'il faut maintenant aller dans l'historique pour comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de la ville de Maradi, et le docteur a parlé des enjeux. On a vu ce qui s'est passé. Les enjeux et la dispersion d'enjeux jusqu'à sur des zones inondables a été le caractère fondamental, en fait, la raison fondamentale de l'augmentation de l'impact. Parce qu'il y avait des zones qui n'étaient pas habitées, qui maintenant sont occupées. Et dès lors que vous avez une maison, ça fait une superficie d'infiltration en moins. Donc cette eau-là qui est tombée dans une maison, puisqu'il y a la toiture, il faut qu'elle trouve une autre place. Ça augmente le ruissellement, ainsi de suite. La ville de Maradi qu'on a vu la dernière fois, pour finir, c'est que je voulais vous dire que nous avons été, et le gouvernement a envoyé donc, le comité national de prévention et de gestion des inondations. Le premier vice-président y était, la deuxième vice-présidente. En tout cas, il y avait une mission qui est partie à Maradi. Ce qu'on a constaté, toutes les zones qu'on a visitées, il y avait certaines zones qui, en fait, n'avaient pas d'ouvrage de drainage. Mais malheureusement, il y en avait des zones qui avaient des caniveaux qui, souvent, avaient un minimum de 1,50 m de largeur, de part et d'autre, qui étaient obstrués. Il y a aussi les caractéristiques du matériau de construction. C'est-à-dire que le bâti traditionnel de la ville de Maradi qu'on a constaté qui était en train de s'effondrer est un bâti en banco qui, en tout cas, la qualité n'était pas vraiment... permettait pas... Pour une ville économique. Ben oui, mais Maradi, si vous voulez, il y a aussi des infrastructures économiques. Il y a des infrastructures. Et comment on peut comprendre que cela puisse arriver à Maradi? Oui, mais les ouvrages de drainage, quand ils sont mal dimensionnés, ou bien quand ils ne sont pas orientés de la bonne manière, ou bien quand les cahiers de charges n'ont pas été respectés. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'Amagram Takaya. D'Amagram Takaya, c'est nouveau. On constate que d'Amagram Takaya, en 24 heures, on a eu 1091 ménages. C'est nouveau de Magram Takaya. Il y a 2 ans, c'était Hamdara. Vous voyez? Et maintenant, on a parlé du Kori Walam. Le docteur a expliqué le circuit, en fait, l'itinéraire, le trajet du Kori Walam, qui prend, je crois, sa source au Mali, et qui passe donc là, par Walam, par tout ce que vous voulez. Nous avons fait, dans le cadre de la capacité que nous avons avec notre unité drone, la cartographie, le suivi, le survol du Kori Walam, et nous nous sommes rendus compte que l'isolement de la ville de Niamey du fait de Kori Walam empêchait de trouver une déviation qui pouvait soulager le trafic par rapport donc, au variantement pour éviter le problème à Ndunga, à Soreil et à route Filengue. Parce qu'on a suivi ce Kori, on a vu que vraiment... Et heureusement, le gouvernement avait pris les dispositions pour dire non, nous allons faire tout pour rétablir au niveau du Soreil. Et le déplacement a été très fructueux parce que malgré quand même l'eau qui continuait à s'écouler, le travail a été fait. Vous avez vu aussi ce qui se passe sur tous les autres tronçons où les routes sont coupées, on rétablit, les routes sont coupées, on rétablit. Donc ce sont ces efforts d'abord de collecte et de transmission d'informations à temps. Et nous sommes aujourd'hui des témoins oculaires de ce que font ces administrateurs délégués, de ce que font ces autorités, que ce soit au niveau des différents gouverneurs, au niveau des différentes préfectures. Mais ce qu'il faut préciser et insister là-dessus, c'est qu'il y a de nouvelles zones impactées par rapport aux zones traditionnelles qui sont enregistrées sur notre base de données. Et c'est ça le nouveau défi. Je vais dire qu'il y a des nouveaux sinistrés qui découvrent cela. Ceux qui étaient dans les zones où il y en avait régulièrement ont pu bâtir une certaine résilience qui leur permettait rapidement de sortir
momentanément de la zone et peut-être revenir après. Ouais. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, c'est que vous savez, et on a parlé de l'agriculture, mais n'oublions pas l'élevage. L'élevage, tel que les informations ont été fournies par les services compétents, notamment en matière de météo, c'est qu'on a un bétail qui est fatigué, qui est dans une période de soudure. Lorsqu'on a du vent violent qui arrive en début de saison des pluies, c'est ça qui a été à la cause des impacts sur le bétail dans le département qui a été emporté souvent. Arrosé et vanté, en fait, vraiment, il a subi les effets du vent avec la chaleur. Donc, on a eu plus de 10 000 têtes de bétail qui sont perdues dans ces zones-là. Bon, par après, vous avez vu, quand la saison s'est installée, on a repris des pertes en bétail. Donc, c'est ça, en fait, aussi la caractéristique de l'impact de ces inondations sur l'étendue du territoire national. Je répète qu'il y a des nouvelles zones, il y a des nouveaux villages, il y a des nouvelles collectivités qui n'étaient pas habituées à ces catastrophes-là. D'accord. Merci, mon colonel-major. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va poursuivre. Merci beaucoup, Abdoulaye. Ce qu'il faut retenir aussi, ce qui caractérise vraiment la particularité de cette année, c'est que déjà par rapport à nos cibles programmatiques d'assistance aux personnes victimes des inondations, déjà à la date du 19 août, toutes ces cibles ont été dépassées. Quand vous prenez le plan de contingence 2023-2025, dans le plan de contingence, il est prévu pour 2024 d'assister 247 000 ménages victimes des inondations. Et ces cibles aussi est liée à l'analyse des cycles historiques des données qui nous sont transmises par la Direction générale de la protection civile, qui nous renseigne qu'en moyenne, sur les 6 dernières années, en moyenne, c'est près de 290 000 personnes qui sont sinistrées en moyenne au Niger. Donc cette cible a été fixée depuis 2023, que la cible programmatique, c'est qu'il faut réduire progressivement le nombre de personnes affectées par les inondations. Mais à force que cette année, déjà à partir de la date du 19 août, toutes ces cibles sont dépassées. Déjà. Et à la date du 5, je parle sous le contrôle de colonel-major qui gère la base de données. À la date du 5 septembre, déjà, nous sommes plus de 700 000 personnes. Plus de 700 000 personnes sinistrées. Et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du territoire national. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a une réponse prompte de la part de l'État, de la part du gouvernement. Donc, la réponse a été délivrée progressivement, que les données sont collectées, transmises au niveau du ministère de l'Action humanitaire. Le ministère transmet effectue l'expression des besoins d'assistance qui sont transmis au cabinet du Premier ministre pour ordonner l'assistance au niveau de ces personnes sinistrées. Et là, cette assistance, elle suit ou pas? Les mesures sont prises ou pas? Les mesures sont prises, cette assistance suit progressivement. À la date, vous avez les moyens pour faire face à cette situation? En tout cas, jusqu'à cette date... Vous avez les moyens pour faire face à la situation au niveau du ministère ou pas? Jusqu'à cette date, l'État est en train d'assister les personnes victimes en céréales. Jusqu'à cette date, l'État est en train d'assister. Et à la date du 5, toujours qui nous servent de référence, si la base de personnes sinistrées, 69 000 personnes ont été assistées. Déjà. Ça fait 5 700 et quelques tonnes de céréales. Et les céréales sont constituées principalement du mil, du sorgho, du riz et du sorgho. Et ça est accompagné par du sel et de l'huile également. Et à côté de l'assistance en bien alimentaire, il faut dire aussi qu'il y a de l'assistance en bien non alimentaire. Il y a des éléments essentiels quand un ménage est sinistré. C'est des couvertures, c'est des pagnes, c'est des nattes. Et ça également, cette assistance est en train d'être portée. Et où est-ce que vous avez peut-être pu reloger tout ce beau monde-là? Pour les personnes sinistrées. Pour les personnes sinistrées, d'abord, ce qu'il faut comprendre, le premier réflexe, d'abord, c'est la solidarité qu'il faut saluer. Donc, les ménages qui n'ont pas, là où, généralement, c'est des ménages qui sont relogés au niveau des infrastructures scolaires. Mais les infrastructures, comme vous le savez, bientôt c'est la rentrée, il y a des solutions qui sont prises. Donc, en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Action alimentaire, de l'Action humanitaire a identifié des sites
des sites de relogement. Les sites de relogement ont été identifiés, ont été attribués. Et actuellement, en ce qui concerne Niamey, le site est en train d'être viabilisé parce qu'il y a des éléments essentiels qu'il faut faire pour quand même permettre d'avoir une vie décente au niveau de ces sites. Et ce travail est fait aussi conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire les statistiques. Déjà, quelles sont les classes qui sont occupées au niveau de l'échelle nationale et que les équipes travaillent ensemble pour que rapidement ces classes puissent être libérées et que les personnes qui n'ont pas où aller puissent être relogées, relocalisées. Et ça également, l'État apporte de l'assistance en abri temporaire. Et cet abri temporaire, c'est principalement des bâches et des nattes. C'est ce qui a été fait à Maradi et aussi dans les autres régions. D'accord. Merci, docteur. Merci. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Merci. En fait, moi, j'aimerais ajouter par rapport à ce que monsieur le directeur de la météorologie a dit, par rapport à la situation globale de changement climatique. Ici, j'aimerais rappeler qu'il y a eu un programme qu'on appelle AMA, le programme AMA, analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, qui avait été mis en œuvre dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce programme-là, il y a eu en fait des projections climatiques avec l'utilisation des modèles climatiques qui ont permis de faire des prédictions climatiques sur la zone sahélienne. Et les aspects majeurs, comme il l'a dit, c'est une augmentation des pluies intenses en nombre et aussi de leur intensité. Et sur le sol, c'est une forte dégradation du couvert végétal. Donc, on a en tout cas prévu qu'il y aura une forte production de l'eau à la surface du sol qui va engendrer des débits très élevés au niveau de certains cours d'eau, notamment les cours d'eau, les affluents du fleuve Niger en amont de Niamey, mais aussi tout ce qui est dans la zone de l'Ader, qui va de l'Ader et qui continue. Donc c'est une situation sur laquelle en tout cas, les scientifiques ont attiré l'attention, mais malheureusement ils n'ont pas été très bien écoutés et ce qu'ils ont dit n'a pas été pris en compte. Donc il y a lieu en tout cas de renforcer tout ce qu'on a ici au niveau local comme service de collecte des données, que ce soit la météorologie ou bien l'hydrologie, afin de caractériser tout ce qu'on a comme bassin versant au Niger. Il a parlé en fait des zones nouvelles d'inondations qui n'étaient pas affectées avant par les inondations. Avant, les inondations qu'on connaissait, ce sont des inondations fluviales le long du fleuve Niger et aussi de la Komadougou-Yobe. Et comment expliquer par rapport à ces zones, nouvelles zones? Les zones nouvelles, là, c'est plus pluvial. C'est dû à l'intensité de la pluie qui est très élevée et que le sol n'arrive pas à absorber. Donc, ça entraîne une accumulation importante de l'eau au niveau de certaines localités qui entraînent les inondations et surtout s'il y a des maisons, ainsi de suite, comme on l'a dit, des enjeux. Donc, on arrivera à la partie proposition. D'accord. Oui, monsieur le docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va justement à la partie solution. Les gens nous ont beaucoup interpellés aussi sur la grêle cette année. Et ce n'est pas que cette année. Je crois qu'il y a eu en 2022, je crois qu'on avait aussi cette séquence de grêle. Et malheureusement, c'est aussi une grêle destructrice, même si la zone est quand même localisée. En fait, la grêle, c'est le commun des zones tempérées, vraiment. Oui, bien sûr. Ce n'est pas courant dans les zones tropicales, comme les nôtres. Et d'ailleurs, c'est un élément de préoccupation en zone tempérée. Par exemple, en 2022, il vous souviendra qu'on a fait les opérations de pluie provoquées. Les pluies provoquées, c'est pour ensemencer les nuages et pouvoir quand même faire tomber la pluie plus abondamment. Alors, là-bas en Europe, ils font les interventions pour effectivement casser la grêle, pour qu'elle ne tombe pas, parce que si la grêle tombe sur un champ, ça élimine tout. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le cas ici. Donc, cette grêle-là est tombée à masse. C'est dans quelle partie exactement du Niger? C'est Termini, je crois. Non, il y a la zone des Zender. Oui, la zone des Zender. Zender. Oui. D'accord. Donc, c'est des blocs, hein, c'est assez important. C'est on a vu les images. Des grosses grêles qui sont tombées, parce que généralement, ce qu'on connaît, c'est des petits machins qui tombent. Alors, c'est quoi cette grêle? Il a parlé du cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est le nuage le plus géant, justement, n'est-ce pas? Le nuage convectif le plus géant. En ce sens que, et quand il est bien développé, vous savez, l'atmosphère, c'est de couches. D'abord, la première couche, c'est la tropopause. C'est situé à peu près à 12-13 km
selon les endroits, c'est plus apprécié au niveau des pôles, mais au niveau, l'épaisseur la plus importante, c'est au niveau de l'équateur. Et même cela, ce nuage-là va monter et casser, faire du overshooting, sortir même de la zone là parce que c'est tellement géant. D'accord. Et c'est ça qui amène donc ces orages-là qui sont accompagnés de la grêle. La grêle est formée comment? Parce que dans ce type de nuages-là, très souvent il y a des vents ascendants et descendants. Okay. Alors il y a des particules de glace qui se forment. Et après, à cause de ce mouvement fort-là, va, n'est-ce pas, sera consolidé et va capter de l'humidité et ça va grossir. Et donc, dans ce nuage-là, ça forme de gros morceaux de glace pratiquement. Oui, bien sûr. Je crois que le plus grand qu'on a pu avoir, c'est 20 cm aux États-Unis, en termes de taille. Vous voyez bien qu'un diamètre de 20 cm, c'est assez énorme. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas que c'est nouveau, c'est quelque chose qui est connu. Mais cette année, dans la particularité, certainement avec le réchauffement qu'on a eu, avec l'humidité et le type de système de cumulonimbus vraiment assez géant, nous sommes arrivés à avoir effectivement ce genre de situation-là, qui malheureusement risque aussi de se répéter. Et le docteur vient de dire que effectivement les phénomènes intenses vont continuer. Au fur et à mesure que le réchauffement va se maintenir et augmenter. Et malheureusement, même toutes les prévisions, il n'y a aucun modèle qui ne voit pas une augmentation de la température. Et donc, voilà, c'est dans ça qu'on vit, dans ce genre de climat. La deuxième chose que j'aimerais notifier, qu'on est en train peut-être de perdre de vue, et on n'a pas d'inondation. Je ne sais pas, c'est vers Mousseka. Arrêtez à des remontées de l'eau. Mousseka, c'est connu, non? C'est Mousseka, non? Oui. C'est avant d'Outi. Oui, voilà. Il y a eu des remontées des eaux. Et ça, aujourd'hui, cette année, la remontée de la nappe, je suis sûr que ça va être plus important que ce qu'on a pu connaître. Et la crainte, effectivement, c'est que, parce que c'est assez lent aussi, donc toute cette eau qui est tombée va finir par relever le niveau des nappes et ça pourrait être plus tard un élément de préoccupation. Donc je crois qu'il faut que le niveau piézométrique soit vraiment suivi pour qu'on arrive à détecter les choses à temps. Merci. D'accord. On va... Oui, vous voulez... Je voulais juste ajouter un élément par rapport aux réponses. D'accord. Pour dire que cette question des inondations sont très suivies par les plus hautes autorités. Donc il y a un comité national de prévention et de gestion des inondations interministériel qui a été mis en place pour prévenir et gérer, mieux coordonner la réponse humanitaire. Et comme je le disais, les cibles que nous nous sommes fixées pour 2024 ont été dépassées. Le gouvernement a réagi pour allouer des ressources supplémentaires pour pouvoir continuer à apporter cette assistance aux personnes sinistrées. Vraiment, c'est extrêmement important de pouvoir souligner cela. D'accord. Merci. Oui, docteur. Voilà, j'aimerais ajouter par rapport à ce que le directeur vient de dire, par rapport à l'inondation due à la remontée de la nappe. Effectivement, c'est un problème qu'il faut prendre en compte quand on regarde la quantité d'eau qui est tombée au niveau des différents bassins, surtout au niveau des dalols, que ce soit le dalol Bosso ou le dalol Maori, qui prennent leur source dans des zones vraiment fortement dégradées. Et on constate déjà une forte remontée de la nappe au niveau de ces zones-là. Il y a même des villages qui sont inondés par cette remontée-là. Donc il y a lieu de prendre en tout cas des dispositions, tout comme la zone de Bobiel, ici à Niamey, qui sera affectée par la remontée de la nappe chargée par le chapelet des nappes qui se trouve le long du Kori de Walam, toujours. Donc le Kori de Walam, il agit pendant la saison des pluies. Il peut aussi agir pendant la saison sèche avec la remontée de la nappe au niveau de Niamey. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. On va... Oui. Je peux parler un peu du comité puisque je siège au comité. D'accord. Alors nous avons été dépêchés à Maradi et avec le premier vice-président du comité pour compatir en fait à la situation de Maradi la semaine dernière. Et des importants efforts ont été faits spontanément, uniquement pour la réponse suite à la situation qui s'était passée à Maradi. Il avait été dépêché 160 tonnes de céréales pour ces populations et une enveloppe assez consistante pour assister les populations, en fait, les familles éprouvées et tout ça. Des visites ont été menées dans les différents quartiers, au niveau des hôpitaux, la garantie de la prise en charge gratuite au niveau médical, à l'hôpital général de référence de Maradi. Et par rapport à l'assistance vive dont on parle là, effectivement, pour le moment, il y a déjà la 9e vague d'assistance qui est partie. La 10e est en cours. Donc,
c'est-à-dire que l'assistance suit au fur et à mesure que la situation est évaluée, elle suit et donc pour répondre. D'accord. La ministre de l'Action humanitaire vient d'arriver à Zender pour pouvoir en fait transmettre la compassion du gouvernement, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la partie au niveau de Magram Takaya. Actuellement, elle doit être sur le site en train de faire la visite. Elle a fait une visite à Tawa aussi et elle avait visité aussi dans la région de Dosso. Donc, je pense que la réponse du gouvernement, elle est là. Elle est là. Il y a des dispositions qui sont prises par rapport donc, au relogement. Au relogement, des dispositions ont été prises au niveau de l'école aussi, puisque le ministère en charge de l'éducation nationale a fait le point de situation des écoles qui sont impactées, c'est-à-dire premièrement effondrement, deuxièmement occupées par des ménages sinistrés. Donc tout ça a été évalué, des dispositions sont en train d'être prises pour permettre de prendre une décision d'ici la rentrée. Ce qui fait que de manière générale, tous les problèmes dans les divers aspects, même transversaux, sont pris en compte. Et éviter aussi que, si à la fin de la saison de pluie, que ces personnes retournent sur les anciens sites inondés. Donc cette année, en tout cas, il y a des efforts du gouvernement qui sont faits, il y a des efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la partie qui sont faits pour éviter de commettre les mêmes horaires, les mêmes erreurs, je vais dire. Et ce qui est important, il y a une réponse avec les moyens du pays, avec les moyens du pays. Nos propres moyens. Oui, nos propres moyens pour faire face à cette situation. Pour éviter ce qu'on a connu par le passé, il faut toujours attendre de l'extérieur pour venir soutenir ces genres d'actions. Voilà. Il y a un montant très important qui a été mobilisé et qui est en train d'être donc mis en œuvre pour faire face à ces problèmes-là. D'accord. Donc, toujours dans le même sens, comment vraiment de manière très claire et concrète éviter ces genres de choses, parce que chaque année que Dieu fait, on assiste à ces images d'inondation et souvent on connaît le problème. C'est tantôt au niveau des populations qui refusent vraiment, il faut le dire clairement, c'est au niveau souvent des populations qui refusent d'aller s'abriter à un endroit où on sait que c'est pas un passage d'eau, mais elles refusent. Et chaque fois quand ça vient maintenant, c'est le même lot qu'on voit à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière très concrète à partir de cette expérience de cette année pour éviter une telle situation l'année prochaine, demain? Parce qu'on ne peut pas revenir quand même demain encore sur ce qu'on a connu aujourd'hui, n'est-ce pas, mon colonel major? Au niveau du comité et les dynamiques qui sont en cours, c'est que le ministère en charge de la construction est en train de travailler. Les plus hautes autorités sont en train de travailler pour trouver un mécanisme. Aujourd'hui, à partir de cette situation. À partir de cette situation. D'accord, ok. Le comité s'est réuni déjà 4 fois. Nous avons fait la 4e réunion hier. D'accord. Nous nous réunissons régulièrement et les informations sont traitées et transmises à qui de droit. D'accord. Donc les instructions qui ont été données, c'est d'éviter au maximum que les gens retournent sur ces espaces inondables. Voilà. Des infrastructures vont sûrement être étudiées pour pouvoir trouver un mécanisme pour faciliter l'accès aux habitats un peu plus sûrs pour ces populations-là. D'accord. Et il y a aussi, comme vous le savez quand même, ce qui est important, la contribution des différents acteurs, des leaders d'opinion et des médias qui vont être mis à contribution pour une bonne sensibilisation par rapport à ces problèmes-là des populations. Ce n'est pas seulement de distribuer des vivres ou des non-vivres, mais c'est pour, en tout cas, dorénavant, ne plus revivre de la manière répétitive les mêmes désolations, les mêmes populations à qui on donne des espaces viabilisés, qui les vendent qui reviennent. À ce niveau, les autorités sont bien conscients du problème et les dispositions, en tout cas au niveau du comité, les dispositions qui sont en train d'être prises, c'est des instructions pour éviter cet état d'effet-là à répétition des gens à qui on donne des terrains, qui quittent, qui vendent ces terrains et qui reviennent dans les zones inondables. D'accord. Autre aspect, avant de donner la parole aux autres, toujours dans le même sens, parce qu'on a vu toute cette quantité d'eau qui est tombée. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette quantité d'eau aujourd'hui, puisqu'elle est là? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, c'est quoi? On laisse cette eau-là partir, alors qu'on peut quand même en profiter aussi. Ce comité est un interministériel. Tous les acteurs, chacun va jouer sa partition. Vous avez vu, il y a le ministère en charge de l'hydraulique et l'environnement qui est là. Il y a le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage.
Et ils sont même aujourd'hui en train, au niveau en tout cas de l'agriculture, et faire le point, par exemple, je crois que c'est un barrage au niveau des Eneker et autres, tout ça, ils sont en train de les prendre à disposition. Il y a aussi les infrastructures routières, le ministère en charge du transport. Bien sûr, ça on a vu, le ministre qui était sur le terrain constamment. Non, mais même pour améliorer et, par exemple, il semblerait qu'ils vont tendre vers, en tout cas au niveau de Sorey, vers un ouvrage de franchissement du Kori de Walam qui soit plus conséquent, mieux dimensionné. Et ce n'est pas que là-bas. Donc, c'est vraiment une dynamique interministérielle. Chacun dans son secteur va intervenir pour tirer les dividendes, parce que cette eau, on ne va pas la laisser partir. Bien sûr. Mais malheureusement, beaucoup d'années, c'est comme ça s'est passé. On laisse cette eau partir, alors qu'on pouvait l'exploiter autrement. Non, il faut croire qu'aujourd'hui, même ce que l'ONAHA est en train de faire dans la région de Difa, ils ont travaillé sur la région des Indés, ils ont travaillé sur la région de Dosso. Tout ça, ça va en tout cas être mis à contribution pour capitaliser cette eau-là. On a déjà pensé à des retenues d'eau, c'est ça ou pas? Non seulement dans les informations qu'ils filtrent, on a pensé à redimensionner des retenues d'eau, mais à remettre rapidement en état aussi celles qui sont déjà impactées. D'accord. Voilà. D'accord, merci mon colonel. Oui, monsieur le docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter telle situation à l'avenir? Oui, je crois que dans un premier temps, le colonel-major et puis le docteur Ibrahim ont jeté déjà les bases. Je crois qu'il faut faire un diagnostic sérieux. Il faut commencer par là. Il faut qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est, franchement, de façon structurelle d'abord. D'accord. Et quand nous prenons le volet structurel, effectivement, aujourd'hui, l'urbanisation, ça continue. Il a si bien expliqué, et lui aussi, que plus qu'il dit urbanisation, dit aussi, n'est-ce pas, l'érection de perméabilité. Dans la mesure où on crée des structures qui font que... Mais est-ce à dire par rapport à l'urbanisation, les maires qui sont là, ils sont impuissants par rapport à cette situation ou pas? Parce que c'est eux qui donnent les terrains. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais arriver à ça quand je vais parler des zones inondables, justement. Parce que, bon, sinon, on peut commencer par là. Les zones inondables d'abord. Je crois que c'est déjà répertorié. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'il y ait des lois assez claires. Parce que dans le passé... Ces lois existent ou pas? Ces lois existent ou pas? Sur ce même plateau, une fois, je crois que c'est le ministère de l'Action alimentaire qui a dit que même il y a des maires qui donnaient dans les zones inondables des papiers. Et donc, on ne peut pas parler de loi. Donc elle n'existe pas. Voilà. Donc, je crois qu'il faut être assez sérieux avec cela. On l'a vu, et les changements climatiques, ce n'est vraiment pas du verbiage. C'est pas la blague. C'est la réalité. Il faut pour protéger nos populations, et même pour pouvoir avancer, il faut faire cela. D'accord. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question de l'urbanisation dont je faisais cas, et tout ça, on fait des pavés, on fait des routes, et des infrastructures, tout ça fait que l'eau ne pénètre pas. Et il faut qu'il y ait des systèmes de drainage qui vont suivre cette urbanisation. Donc il y a une question de planification qui est là, qu'il faut revoir. D'ailleurs, même les caniveaux qui sont là ne sont même pas respectés. On vient jeter n'importe quoi dedans, et même ce qu'on appelle le curage, on va faire le curage et on dépose à côté. À la première pluie, ça revient. Or, un caniveau, ce n'est pas un dessin, c'est une structure qui doit drainer une quantité bien connue d'eau, n'est-ce pas, dans un espace donné. Et dès que tu augmentes quelques centimètres, ça ne joue plus son rôle. Donc voilà, c'est qu'il faut qu'on mette du sérieux dans cela. Et il faut qu'avec, on l'a bien dit que maintenant tout change. Ce n'est plus le même climat. Bien sûr. Même les systèmes précipitants ont changé. Et le docteur faisait cas qu'on n'a pas pris en compte un certain nombre de choses. Bon, dans le temps, on a vu la période où on n'avait pas beaucoup d'extrêmes. Et donc, on a conçu des choses qui, bon, ça passait quand même, bon an, mal an, ça passait. Mais maintenant, ça ne passera plus. Les choses deviennent de plus en plus extrêmes. Excellent. Il faut reconsidérer cela, revoir nos normes. Et par rapport à ce que la nature nous dicte. D'accord. Pour pouvoir revoir même nos infrastructures. Ça, c'est là. Maintenant, ça, c'est un des points. Mais il faut aussi se projeter dans le futur. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui, on montre que effectivement, la situation va continuer. Et on a fait un travail effectivement, ensemble avec le docteur, son département à l'université, et puis la météo. Aujourd'hui, on est arrivé à un résultat, et d'ailleurs aussi avec le professeur Seydou d'Ottawa, du Canada, que ces projections-là montrent que effectivement, les précipitations vont augmenter. Surtout, même dans la partie est, mais nord aussi du pays. Et on l'a vu cette année. Déjà, il y a des prémices. Cette année, on a vu aujourd'hui sur le Jado, il y a eu des précipitations régulièrement. Donc déjà, il faut prendre la mesure de la chose dès maintenant, essayer de faire cette planification-là. Pour le début de la saison, ça va être shifté un peu vers l'avant. Ça veut dire quoi? Éventuellement, il y aura une petite raccourcissement de la saison. Donc il y a beaucoup d'éléments. La température va augmenter, ça c'est indéniable. Vous l'avez déjà dit. Tous les modèles ont dit. Bon, maintenant, tout ça là, va faire que, effectivement, cette question d'inondation-là va empirer.
Maintenant, la solution, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, et quand on parle d'adaptation, il ne s'agit pas seulement de se protéger des effets des impacts négatifs, mais c'est aussi profiter de ce qu'est cette nature, des effets positifs. C'est ça l'adaptation. Et on voit beaucoup d'eau. En période de soudure ou bien en période sèche, on parle toujours de il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de cela. Et il va falloir effectivement prendre des initiatives pour profiter de tout cet excès d'eau-là que nous avons, pour renverser, n'est-ce pas, la mer de la nature, pour quand même en profiter et faire profiter notre développement, n'est-ce pas, à travers ces nouvelles initiatives. D'accord. Merci, monsieur le docteur. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? On va finir, on va la dernière question pour finir. Merci beaucoup. C'est ce qu'il faut faire concrètement. Je pense que pour changer le paradigme, on doit renforcer les actions préventives. On doit renforcer, c'est-à-dire que tout ce qui est question de sensibilisation, de communication, d'alerte précoce, c'est extrêmement important de communiquer, de sensibiliser. Ça, parce que les évidences ont montré 1 franc investi dans la prévention permet de nous économiser 10 francs qu'on aurait dû mettre dans la gestion. Donc c'est extrêmement important. Les mesures préventives, nous devrons nous investir davantage. Deuxièmement, également aussi, il faut renforcer l'application des tests en vigueur. Quand vous voyez nos centres urbains, nous avons des schémas d'aménagement urbain qui n'est pas appliqué. Et pourquoi, selon vous, ce n'est pas appliqué? Là, c'est vraiment, je pense que... c'est dû à quoi? Je pense que dans le sens du changement du paradigme, je pense que les acteurs doivent être interpellés, qui doivent prendre des décisions pour que les textes soient appliqués conformément. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Vous allez réagir. Ça c'est extrêmement important. Et deuxièmement également aussi, il y a une plateforme de réduction des risques et catastrophes qui a été récemment lancée. Je pense que c'est un outil extrêmement important. Parce que ça regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de la réduction des risques. Il faut opérationnaliser ces plateformes parce que le multisectoriel, pour que les acteurs puissent réellement travailler ensemble, produire des outils d'orientation. Et un autre élément aussi important, c'est que il faut parfaire nos outils de planification. Il y a des zones qui ont été identifiées qui sont des zones fortement inondables. Oui, tout à fait. Les entités qui regroupent ces zones doivent se doter des outils de planification de contingence. C'est extrêmement important, que ce soit au niveau communal, au niveau régional. Si le niveau central en a déjà, mais nous pensons qu'au niveau des accompagnements puissent être faits pour que les acteurs de collectivités puissent se doter de ces outils de contingence, parce que ça rentre dans le cadre de la préparation. Bien sûr. C'est extrêmement important. Un autre élément aussi, toujours dans le cadre, ça c'est dans le cadre de la gestion. Nous, les catastrophes naturelles, on va continuer à les connaître. On va continuer à les connaître, mais c'est de disposer des capacités à atténuer les impacts. Bien sûr. Je pense que dans les perspectives aussi, ce que nous vivons aujourd'hui, on peut améliorer pour que le prochain an qu'on ait des centres au moins de transit, même si c'est des centres de transit, en attendant d'avoir des solutions durables pour les personnes déplacées. C'est extrêmement important pour pouvoir soulager vraiment les populations qui sont victimes de ces inondations. Merci, docteur. Merci. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Voilà, ce que j'aimerais ajouter, c'est par rapport à comment éviter cette situation. Vraiment, comment éviter cette situation? Il a dit, ce sont des phénomènes naturels, surtout avec la pluie qui vient du ciel. C'est difficile d'agir à ce niveau-là, mais on peut agir au niveau sol avec des actions d'aménagement des bassins versants qui vont permettre de retenir l'eau en amont et aussi de favoriser les infiltrations, donc ce qui va réduire les écoulements au niveau des cours d'eau. Et comme il a dit, on est dans un contexte de changement climatique où il y a une panoplie de stratégies d'adaptation qui ont été proposées par les services compétents dans le domaine. Il y a le CNEDD, il y a le ministère de l'hydraulique, ainsi de suite. Donc il y a des stratégies qu'on appelle des stratégies sans regret, comme les barrages, les retenues d'eau qu'ils ont dit. Donc ce sont des retenues d'eau qu'on construit qui permettent de retenir une bonne quantité d'eau. Cette quantité d'eau-là peut être utilisée pour l'irrigation et produire. Donc même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, dans tous les cas on aura d'eau pour produire. Donc c'est sans regret. Il y a aussi en plus des barrages qu'on doit installer un peu partout. Maintenant, il y a une nouvelle stratégie qui consiste à augmenter l'infiltration avec la construction même des puits d'infiltration
au niveau des zones de forte accumulation d'eau. Donc, au lieu de laisser cette eau-là à la surface où elle va facilement s'évaporer sous l'effet de la chaleur, on l'a fait infiltrer dans la nappe souterraine. Et après, les gens peuvent construire des puits en amont ou bien des forages pour exploiter cette eau-là pour l'agriculture. Maintenant, pour les zones urbaines qui sont les plus concernées par les dégâts et autres, comme il a dit, il y a le schéma d'aménagement urbain qui n'est pas respecté, malheureusement, et on a des lotisseurs. Les gens, ils lotissent n'importe quoi sans rien aménager. Ils peuvent vendre des parcelles dans des ravins. Quand tu vas aller, tu vas trouver que ta parcelle bien sûr, ça, beaucoup de gens ont fait cette expérience en mer. Moi, ce que j'aimerais attirer l'attention surtout des maires, pour ce qui se passe au niveau de Niamey. Parce qu'on voit certaines... Maintenant, là, on va parler d'administrateurs délégués parce que les maires ne sont plus là. Ruelles où la population, chacun essaie d'acheter en fait des voyages de gravion qu'il met devant lui. Quand tu mets de gravion devant toi, tu bloques le passage de l'eau. Celui qui est en amont de toi va être inondé. Bien sûr, ça, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce sens aussi. Des maires pour qu'ils interviennent au niveau de la population pour les sensibiliser sur le fait qu'il faut que la population collabore pour évacuer l'eau sur un tronçon donné jusqu'à ce qu'elle va atteindre le ravin. Ça, vraiment, c'est la mairie. Ou bien la mairie, avant, on voyait, la mairie faisait des aménagements avec des niveleuses dans certains quartiers. Ils intervenaient pour dégager des passages d'eau jusqu'à la grande voie. Et après, il y a les caniveaux. Comme il l'a dit, malheureusement, les caniveaux sont mal dimensionnés et avec le comportement de la population. Ces caniveaux, on sait comment ça se passe, docteur. Parce que quand on donne le marché, souvent... Voilà, il y a tout ça là. Maintenant, après, il y a des gens qui n'ont aucune compétence dans ce truc et juste pour qu'ils gagnent un peu d'argent, c'est comme ça. La population d'un individu. Quelqu'un qui mange et il jette n'importe quoi sur le goudron, après c'est transporté dans les caniveaux où cela bouche les caniveaux et après qui verse du n'importe quoi dans les caniveaux. Ça, il faut sensibiliser la population parce que si tu mets quelque chose dans le caniveau, tu vas créer des inondations en amont. C'est la maison de quelqu'un qui va tomber sur ses enfants et vous voyez des décès qui vont suivre. Donc il faut vraiment que la population comprenne cela. D'accord. Et Colombe, vous allez réagir vite, lui réagir et puis on va finir. Effectivement, en fait, dans le domaine de la prévention, quand même, le Niger a un certain nombre de textes, et notamment les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain. Il y a une loi sur l'aménagement du territoire, il y a une loi sur la construction. Toutes ces lois-là, leur application sont de nature à réduire les risques. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces lois sont en révision. Nous avons participé aux travaux au niveau du ministère en charge de la construction. C'est une très bonne chose. C'est de réviser, les adapter au contexte et les appliquer. Et je pense que nous sommes sur une bonne voie. En ce qui concerne le foncier à Niamey, vous avez suivi il y a que 2 jours l'installation d'une commission ad hoc qui est chargée du foncier à Niamey et aux environs de Niamey, qui comporte donc les différentes autorités locales des Niamey et des environs de Niamey, la chefferie traditionnelle, le gouverneur et tout ça. Ils se sont réunis et je pense que instruction a été donnée pour vraiment prendre à bras le corps ces problèmes-là afin de réduire les problèmes. La prévention, c'est aussi la plateforme. Mais d'aucuns pensent que la plateforme est quelque chose qui a été créé hier ou avant-hier. La plateforme nationale de réduction des risques catastrophes est quelque chose qui a été créé en 2012 par un arrêté du Premier ministre. C'est de redynamiser, de s'approprier les stratégies de réduction des risques catastrophes qui ont été rédigées dans le cadre de cette plateforme-là. En dehors de ça aussi, c'est qu'au niveau de la réponse, on a une planification d'urgence qui est là. La planification d'urgence, ça concerne le plan communal de sauvegarde. C'est-à-dire qu'au niveau de toutes les collectivités territoriales, la commune doit maîtriser ses risques. Et avec ses moyens propres, elle va prévoir un dispositif pour répondre à ces catastrophes-là. C'est un décret. La majorité des communes du Niger, en tout cas au moins les 2/3 ou 50% de ces communes-là, sont dotées de cet outil-là. On n'a pas besoin d'avoir un plan de contingence qui spécule sur ce qui va se passer. Non, le plan communal de sauvegarde, il prend les risques qui sont dans la commune, qui sont connus, déjà. Et avec les moyens de la commune, on y fait face. Si on est dépassé, on va faire activer le plan ORSEC départemental qui lui aussi prend en charge les risques qui sont sur le territoire du département. Et ça aussi, c'est un décret, c'est 2 décrets qui se complètent, qui ont été pris en 2017 à travers le ministère de l'Action humanitaire et le ministère de l'Intérieur par rapport à l'application de la loi 2017
06 du 31 mars 2017 qui détermine les principes fondamentaux de l'organisation de la protection civile au Niger. Donc les plans de contingence sont des spéculations qui, à mon avis, pourraient ne pas nous permettre de répondre convenablement, alors que lorsque nous sommes sur la commune, que les risques changent chaque 5 ans, on peut réviser, on doit réviser ces plans-là. C'est un décret. Si jamais, avant les 5 ans, on a des capacités de la commune qui ont augmenté, on va réviser pour prendre en compte les nouvelles capacités pour leur assigner des missions au niveau de la mise en œuvre de ce plan communal de sauvegarde. Au niveau du plan d'organisation de secours départemental, aussi c'est pareil. Et ce sont des outils qui sont là, qui sont permanents, qui sont à la disposition des autorités locales ou, dans le cadre du plan ORSEC départemental, tous les acteurs qui sont dans le département sont à la disposition du préfet pour atteindre les objectifs fixés par le préfet dans le cadre d'une catastrophe. D'accord. Merci. Oui, rapidement, on va conclure. Merci bien, monsieur Abdel. Donc, j'aimerais effectivement parler d'abord de la prévention. Quand on parle d'alerte précoce, effectivement, et le colonel-major vient de développer et ce que la DGPC fait, et nous travaillons justement ensemble. Il y a donc déjà des éléments existants au Niger. Et nous, on travaille régulièrement avec eux. On fait partie même du COVAC, du centre de veille, où nous donnons régulièrement l'information qu'il faut, comme il l'a si bien souligné, pour faire les éléments. Maintenant, mieux que cela, en fait, on est en train de mettre en place un système d'alerte précoce multirisque. Il ne s'agit pas seulement des inondations. Et vous vous souviendrez que le secrétaire général des Nations Unies avait demandé, a initié, disons, n'est-ce pas, que chaque pays du monde, toutes les populations de ces pays-là, soient protégées par un système d'alerte précoce d'ici 5 ans. Donc, dans le cadre de cette initiative-là, déjà pour le cas du Niger, nous sommes à l'entame de la mise en œuvre d'un tel système. Et l'ancrage, il est si important que c'est au niveau du secrétaire général de la présidence qui va assurer la coordination. Les travaux, la DGPC, la météo et tous les autres partenaires qui vont suivre l'action humanitaire, tout ça, maintenant on va s'asseoir parce qu'au finish, on a les installations qui nous permettent de faire un travail. Mais peut-être il faut améliorer la gouvernance, la coordination des choses. Parce qu'un système d'alerte précoce, c'est au moins 4 piliers. Il faut connaître les risques. Nous, pour le cas de Niger, on a pris jusqu'à 4, au moins à 5 risques. C'est les inondations, la sécheresse, les vagues de chaleur, les canicules là. Et on a pris aussi la poussière et les vents. C'est sur ça là qu'on va commencer à travailler, de sorte qu'on va faire en sorte que la prévention, les alertes soient données dans le cadre de ces risques-là. Mais permettez-moi quand même qu'on a omis quand même un point assez important, à mon sens, sur le fleuve Niger. Actuellement, on est en train de remonter encore. On est à 560 cet après-midi. 560. Avant, on était descendu jusqu'à 512, 511. Maintenant, c'est en train de remonter encore. Parce que comment ça marche? On a deux types d'inondations au niveau du fleuve Niger. Ce qu'on appelle la crue rouge ou la petite crue, même si elle est la plus grande en impact, c'est pendant l'hivernage. Des quantités de pluie tombent et donc l'eau qui vient, tous les affluents là vont apporter en même temps de l'eau. Et quand ça vient, c'est comme une petite porte où il y a une grande personne qui veut passer. Je crois qu'il faut casser une partie. Donc il y a la crue qui se fait. Et donc c'est ça qui nous inonde. Actuellement, donc toutes les pluies qui sont tombées là sont en train de revenir dans le fleuve et c'est ça qui fait remonter l'eau. Il y aura un autre qui va suivre, peut-être qu'il va être aussi important cette année, du fait des précipitations qui sont tombées dans le Sahel, et c'est la grande crue. Ça, ce sont des vagues qui déferlent depuis la Guinée, Mali, pour nous venir. Mais ça prend du temps. Ça va venir vers novembre. Et donc, en revenant sur le fleuve, il faut quand même ce travail qui a été fait par la Direction générale de l'hydraulique, donc le ministère de l'Environnement et de l'hydraulique, et la Direction de l'hydrologie, où ils ont quand même fait un seuillage assez important, où on voit le jaune, l'orange et le rouge. Actuellement, on est en train d'approcher l'orange. Et même si on n'est pas totalement dedans, on est en train de quitter le jaune. Donc ça veut dire que le niveau des eaux vont encore augmenter. Qu'il faut faire voilà. Et parlant d'infrastructure, parce que sur le fleuve là, la digue, heureusement, en 2020, on est allé avoir un record de 700 cm. Du jamais vu. Depuis que le fleuve est là, on n'a jamais vu un tel niveau. Heureusement, cette année, on est allé à 673. On n'est pas loin de 700. Mais bien sûr. Et donc, la digue a tenu quand même, même s'il y a eu quelques petites brèches. Et là, je salue le contexte dans lequel nous sommes, qui est la sauvegarde de la patrie. Et il y a eu de la solidarité. Et j'avais voulu que le mentionne
mon ami de l'action humanitaire, au niveau donc de Saga, où il y a quand même une contribution qui a fait qu'on a colmaté les brèches. Une contribution de population de Saga? Oui, et puis de la jeunesse même. De la jeunesse, ok, d'accord. Je crois qu'il faut qu'il y ait une solidarité agissante actuellement pendant qu'on est. Il faut accompagner l'État qui a déjà mis à un haut niveau une plateforme. D'ailleurs, qui est dirigé par mon ministre, le premier vice-président, c'est le ministre des Transports, c'est mon ministre. Et donc, je crois qu'il y a un travail de prompt qui est fait, et je crois que c'est ça qui permet aujourd'hui de juguler très rapidement les crises. Mais il faut qu'on mette un système d'alerte précoce pour prévenir effectivement à l'avance ces différents dangers. D'accord. On a quand même fait le tour de la question, sauf si en une phrase, vous allez peut-être faire passer votre message en direction et des populations et des autorités pour une prise vraiment de conscience générale face à cette situation. En une phrase, docteur, allez-y. Merci beaucoup. Je pense bien il faut qu'on continue à assurer la veille. D'accord. C'est extrêmement important. Assurer la veille, c'est extrêmement important. Donc le directeur a bien parlé. Effectivement, il y a une manifestation spectaculaire de la solidarité. C'est extrêmement important, il faut le saluer. Parce que quand les fortes pluies se sont battues sur Niamey, le ministère s'est fortement mobilisé et a mobilisé une centaine de jeunes volontaires. Ils sont forcément mobilisés au niveau de la commune 4, commune 5, qui ont signé tous les quartiers qui sont susceptibles d'être inondés pour sensibiliser les populations sur le risque lié vraiment à ces inondations-là. C'est extrêmement important. Le patriotisme est en marche. En tout cas, il faut le souligner, il faut le saluer. C'est extrêmement important. D'accord. Merci. Merci. Oui, docteur. Quel sera votre message? Mon appel, c'est surtout un appel à l'endroit des autorités. C'est un appel à l'endroit des autorités pour accompagner davantage les services régaliens de collecte des données et aussi des chercheurs pour bien caractériser la situation et faire des propositions pertinentes qui vont permettre d'atténuer les effets ou bien de les annuler même et permettre à la population de profiter de cette grande quantité d'eau qui est en train de tomber. D'accord. Oui, une phrase, hein? Ah oui, une phrase. Déjà, pas plus. Comme on a parlé de ça, je remercie le docteur pour quand même l'appel là. C'est important qu'on ait les moyens nécessaires pour pouvoir faire notre travail. Et on est déjà en train de mettre en place un modèle à air limité, un modèle propre au Niger, qui on pense qu'une fois qu'on va achever, va nous donner vraiment une très haute résolution qui va nous permettre à tous les secteurs socio-économiques d'intervenir à temps et de donner des éléments de réponse. Maintenant, c'est que l'autre chose, c'est que nous sommes en train de faire 8 centres météorologiques régionaux pour faire de la météo de proximité dans chaque région. Et ça également, ça nécessite des moyens. On est là-dessus. Bon, les centres sont déjà créés. Maintenant, il faut du personnel, il faut un certain nombre de moyens. Et notre ministère est tout à fait favorable, donc nous sommes en train d'acheminer, d'écheminer vers donc, la création et l'opérationnalisation de ce centre-là. Le conseil que je veux donner, c'est vraiment à la population. On a vu ce qui cause, surtout pour les décès, on peut les éviter. On sait que c'est des informations de maison. Votre maison n'est pas en forme. Ça fait des années que vous avez, des dizaines d'années. Il faut, quand les précipitations vont venir, faites un petit hangar avec plastique, choses comme ça. Abritez-vous, mettez-vous à l'abri jusqu'à ce que ça passe. Et même quand ça passe, il faut attendre parce qu'on a vu des maisons qui se coulent après. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte. Les noyades. Il y a des animaux qui sont exposés. C'est plus de 17 000 têtes, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui perdues suite à ces noyades hautes. Mais aussi les pertes en vie humaine. Bien sûr. On veut, dès qu'on voit un courrier qui est à un certain niveau, on pense qu'on veut passer. Et ça importe. On a vu des centaines, des dizaines de personnes tout à l'heure, mon collègue major l'a dit. Donc, 54, je crois qu'on peut les éviter, comme il a dit. La dernière fois. On peut les éviter et il faut que les gens vraiment suivent. Dans la mesure où ils ont, à travers le COVAC, toutes les informations nécessaires. D'accord. Merci, M. Doko. Oui, mon collègue major, on finit avec vous. Quel sera votre message rapidement? Le comportement des citoyens. D'accord. Un comportement comportant, aller dans des comportements responsables. Nous avons vu que nos concitoyens sont enclins et chaque fois à ventiler les informations quand il y a des décès. C'est pas ça qui est important. C'est de relayer les informations qui concernent l'alerte. C'est-à-dire que lorsqu'on vous recevez un message d'alerte, il faut le relayer. Ce n'est pas de relayer qu'il y a eu 10 personnes qui sont décédées. Vous avez vu ce qui s'est passé à Maradi. À Maradi, et je ne minimise pas ce qui s'est passé.
on avait dit 50 pertes en vies humaines. Finalement, c'était 15. Nous, ce que nous demandons, c'est que chaque fois les messages sont transmis, les messages sont traduits dans toutes les langues. Ces messages-là, c'est de les relayer. C'est de les relayer. Et aussi, on appelle les populations, les utilisateurs des véhicules à la prudence, au respect des consignes. Prudence, respect des consignes. Par rapport à la volonté pour répondre aux catastrophes, nous appelons encore une fois de plus à utiliser les gens qui ont l'expertise, qui ont les capacités, qui ont la formation. Aujourd'hui, dans toutes les collectivités territoriales, si vous avez un problème, si les pompiers ne sont pas là, vous avez le gendarme, vous avez le garde, vous avez le policier, vous avez un certain nombre de cadres, notamment même la Croix-Rouge, pourquoi pas. Mais utiliser des gens parce qu'ils sont volontaires, qui n'ont pas la capacité, on les expose. Donc pour nous, il est très très important d'utiliser les professionnels, de mettre les professionnels en avant et surtout d'arrêter de relayer les mauvaises informations, surtout qui ont tendance à discréditer ou vraiment à salir l'image du pays. D'accord. Merci vraiment, mon colonel-major, pour votre contribution si importante à ce débat. Vous avez parlé qu'au niveau, en tout cas, du gouvernement et du CNSP, des mesures sont en train d'être prises pour pouvoir éviter de telles situations à l'avenir. Et j'espère que si cela arrive, ça sera une très bonne chose pour le pays. Parce qu'on ne peut pas, à chaque année de pluie, revenir sur des images désolantes qu'on voit. Et j'espère que cette fois-ci, peut-être qu'on est sur le bon chemin. Vraiment, merci pour votre contribution et pour tout ce que vous faites, en tout cas, dans le cadre de votre comité. Merci beaucoup. Monsieur le docteur, merci aussi. On a eu beaucoup d'informations, en tout cas, sur la saison de pluie avec vous. Et vous avez averti, la pluie n'est pas encore terminée. Donc, il faut que les gens puissent être regardés et puis prendre des dispositions. Et merci aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire, en tout cas au niveau de la service de la météo aujourd'hui, qui est actuel, qui est à jour, je vais dire, qui est à jour et qu'on a les informations, en tout cas en temps réel. Vraiment, merci pour vous. Monsieur le docteur, merci aussi pour votre contribution, pour tout ce que le ministère est en train de faire, parce qu'on a vu en combien de temps, en tout cas, les populations qui sont dans le désarroi et tout sont prises en charge par vos ministères. Même si vous avez dépassé, comme vous avez les capacités, mais l'État est encore là pour vous soutenir. J'espère que c'est une bonne chose. Et on a vu, pour une première fois, on n'a pas fait appel à l'extérieur comme on a vu, parce que souvent, malheureusement, on attend toujours que l'extérieur va nous secourir. Mais aujourd'hui, c'est avec nos propres moyens que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Et ça fait plaisir de voir ça. Vraiment, merci. Merci, merci et bon courage à vous. Docteur, merci aussi pour votre contribution. Vous avez fait des propositions dans le sens aussi d'éviter ce genre de situation. Et j'espère que le climatologue que vous êtes, j'espère que vos conseils seront bien suivis et qu'on prend des dispositions à l'avance et non attendre que le mal soit là pour le faire. J'espère que vos conseils seront suivis. Vraiment, merci pour votre contribution à ce débat. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et le grand débat sera à Tillabéri dès la semaine prochaine où nous allons à la rencontre des populations qui vont s'exprimer et donner leur point de vue sur les grands sujets de préoccupation dans cette région où sévissait il y a encore quelques années une insécurité grandissante mais qui progressivement a connu une relative accalmie. Je vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour une série d'émissions Grand Débat spécial sur la région de Tillabéri. Excellente soirée à tous. Au revoir.